Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, des représentants libyens de tous bords sont parvenus à un accord sur l'organisation des élections en décembre 2021. Un accord qui demeure néanmoins fragile car ces dernières années, plusieurs initiatives diplomatiques prévoyaient des élections qui ne se sont jamais tenues. Un réseau ferroviaire saccagé. Les vols de câbles de cuivre paralysent l'activité économique de Johannesburg. Les vols de câbles dans la métropole sud-africaine représentent 40% des coupures d'électricité. Et la Banque nationale de Guinée équatoriale va opérer au Cameroun. L'établissement bancaire a obtenu l'agrément final lui permettant d'ouvrir une filiale sur le territoire camerounais. L'ONU annonce un accord pour des élections en décembre 2021 en Libye. Des délégués libyens réunis en Tunisie sous l'égide de l'ONU sont parvenus à un accord. Il s'agit du premier résultat des discussions menées en Tunisie, mais les discussions politiques ont été suspendues dimanche sans que soit nommé un nouvel exécutif chargé de superviser une période de transition devant justement conduire à ces élections. Aïssatou Bari. Des représentants libyens de tous bords sont parvenus à un accord vendredi 13 novembre sur la tenue des élections en décembre 2021. C'est le premier accord résultant du dialogue en cours en Tunisie sur la résolution de la crise libyenne. Les délégués ont élaboré une feuille de route préliminaire pour mettre fin à la période de transition et organiser des élections libres, inclusives et crédibles. Atteindre les élections nécessite un nouvel exécutif pour unifier le pays. Cela nécessite la mise en place d'un conseil de présidence réformé et d'un gouvernement d'unité nationale efficace. C'est une journée cruciale pour l'histoire de la Libye et une date très importante pour les Libyens. Les pourparlers à Tunis cette semaine font suite à un cessez-le-feu convenu le mois dernier entre les deux principaux protagonistes. Cependant, de nombreux Libyens restent sceptiques quant au fait que les efforts de rétablissement de la paix mettront fin après d'une décennie de chaos et de fusion de sang. Je pense que c'est un marathon, c'est un dialogue marathon. Il a commencé depuis à peu près 7 jours. Et jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle, il n'y a pas de conclusion. Et il n'y a pas de temps et il n'y a pas de consensus sur les questions importantes. Il y a un accord, il y a un attente sur des questions générales, comme la tenue des élections législatives et exécutives, mais ça ne va rien dire sur l'autre moyen, comment on fait les élections. On ne sait pas comment Stephanie Williams va résoudre ce problème-là et que le temps presse, c'est la clôture de demain. Je pense qu'on va directement sur un échec de ces réunions, malheureusement. Ce dialogue politique vise à mettre sur pied un exécutif unifié mettant fin à la division de la Libye entre deux principaux camps. Celui de l'Ouest, le gouvernement d'union nationale, reconnu par les Nations Unies et basé à Tripoli, et celui de l'Est, incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Le Soudan et le Soudan du Sud ont mis en place un comité mixte chargé de se pencher sur le différend frontalier qui oppose les deux pays depuis plusieurs années. Le Soudan et le Soudan du Sud se disputent en effet la souveraineté de certains territoires frontaliers riches en pétrole. Nelly Claude Bessa. Nouveau round sur le tracé des frontières communes entre le Soudan et le Soudan du Sud. Ces deux pays d'Afrique de l'Est ont convenu de former un comité technique pour délimiter leurs frontières en janvier 2021. Conformément au principe des frontières de janvier 1956, les deux pays ont décidé de former un comité technique de 80 membres pour délimiter les frontières communes. Pour les autorités des deux pays, les frontières devront déterminer la souveraineté de leurs États respectifs. Le Soudan du Sud et le Soudan vivent alors ces erreurs et négligences qui ont été faites pendant la période coloniale. Nous assistons à une escalade de la violence. Il y a des tensions sécuritaires dans cette partie de l'Afrique en raison notamment des conflits frontaliers. C'est donc une urgence aujourd'hui que les frontières soient totalement délimitées pour éviter alors d'autres conflits éventuels. Depuis la sécession du Soudan du Sud, actée le 9 juillet 2011, la République du Soudan a perdu 25% de son territoire et la majeure partie de ses ressources pétrolières. Malgré leur séparation, les deux pays se disputent plusieurs territoires en raison d'une délimitation encore floue
des frontières qui les séparent. Le comité formé par les deux parties travaillera sur la base des frontières convenues, les zones frontalières contestées et les zones frontalières revendiquées afin de résoudre le problème de différents frontaliers entre les deux pays. Il est donc important aujourd'hui que ces deux États, le Soudan du Sud et le Soudan, puissent dans le cadre d'une coopération bilatérale régler alors les questions frontalières. Car aucune médiation internationale ne pourra alors être une alternative crédible pour permettre à ces deux États, en cas de contentieux frontalier, de pouvoir harmoniser le point de vue. Donc le dialogue entre ces deux États est une avancée réelle qui doit pouvoir être un cas d'exemple pour de nombreux pays africains. Les deux pays contestent la filiation de 5 zones frontalières, à savoir Joudat al-Fakar, Jebel al-Migene, Kaka, l'enclave de Kafia-Kinji et la région des 14 Miles. Une centaine de sarcophages de plus de 2000 ans découverts en Égypte. Des sarcophages en parfait état ont été retrouvés dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire. Les sarcophages dévoilés ce samedi ont été découverts dans 3 puits funéraires. Les trésors dévoilent notamment plus de 40 statues d'anciennes divinités et des masques funéraires. Ces retrouvailles seront réparties dans plusieurs musées égyptiens, dont le grand musée égyptien qui doit ouvrir en périphérie des pyramides de Gizeh. Le vol de câbles électriques en cuivre, un véritable fléau en Afrique du Sud. Plusieurs lignes de train sont à l'arrêt et les autorités estiment le coût de remplacement trop élevé des infrastructures fiables. C'était pourtant l'une des promesses du président Cyril Ramaphosa. C'est un sujet de la rédaction. Le phénomène n'est pas nouveau en Afrique du Sud, mais il a pris depuis quelques mois une ampleur préoccupante. Pendant la période de confinement instaurée pour lutter contre la pandémie de coronavirus, des gangs ont multiplié les vols de câbles électriques en cuivre dans les stations ferroviaires. Des voleurs viennent ici tous les jours pour retirer les câbles. Ils viennent parfois avec des armes. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de les déterrer. La sécurité essaie de les chasser, mais ils ont des armes. Et nous ne savons pas s'ils sont des employés ou des voleurs. En raison des vols, le réseau ferroviaire sud-africain est aujourd'hui fortement fragilisé. Ainsi, plus que 7 des 34 lignes de métro-rail font désormais le trajet entre le township de Soweto et la capitale économique Johannesburg. Le coût de remplacement des câbles est astronomique, selon l'Union nationale des transports, qui évoque le chiffre de 5 milliards de rand par an. Nous n'avons jamais vu l'état de notre chemin de fer dans la situation désastreuse où il se trouve. Les gares sont délabrées, il n'en reste rien. Certaines ont été incendiées, les bâtiments n'existent plus. L'état dans lequel se trouvent nos voies ferrées est réellement choquant. La dégradation du plus long réseau ferroviaire d'Afrique du Sud est un coup de frein au plan Marshall du président Cyril Ramaphosa qui vise à relancer la croissance. Les infrastructures étant un élément clé destiné à attirer les investissements directs aux étrangers qui ont chuté au cours de la dernière décennie. L'État togolais annonce le renforcement de son engagement en faveur du développement de la couverture Internet. Le gouvernement entend allouer plus de 25 milliards de francs CFA. Il s'agit de développer plusieurs filières du numérique afin d'en faire un véritable levier économique. Les précisions d'Amenedji. Le Togo ambitionne de devenir une référence sous-régionale d'ici 5 ans en matière de digitalisation. À cet effet, le pays va allouer 25,5 milliards de francs CFA à l'économie numérique en 2021, soit 3,3% des crédits affectés aux ministères et institutions. Ce projet vient un peu en retard par rapport aux ambitions économiques affichées par le Togo, mais vaut mieux que jamais. C'est un bon projet parce qu'il apportera quand même une valeur ajoutée à la croissance économique du pays, vu les ambitions qui sont de plus en plus affichées pour un taux de croissance qui est à l'horizon 2030, qui doit être à 2 chiffres. Donc je crois quand même qu'une action de ce genre est salutaire. Les ressources prévisionnelles aideront le Togo dans son ambition de faire du numérique un véritable levier de la modernisation de l'économie et de la société. Le gros problème, à mon sens aussi, c'est ce problème de conduite du changement, parce qu'en fait, les usages, les services
services qui sont implémentés, s'ils ne pouvaient pas être utilisés par l'ensemble de la population, ça voulait dire que les objectifs de ce projet ne seront pas atteints. Donc la nécessité quand même de voir la partie conduite du changement, puisque c'est des usages nouveaux qui s'imposent à nous et puis que cela n'était pas dans notre culture. D'ici 2025, les pouvoirs publics togolais envisagent d'étendre la couverture réseau Internet fixe et mobile pour toucher jusqu'à 95% de la population. Au Sénégal, une nouvelle plateforme invite à consommer local. Le nom de cette structure, l'Alliance sénégalaise pour le consommer local. Il s'agit de contribuer à l'émergence et au développement du pays, a déclaré Serigné Djily Samb, le président de la plateforme. Plusieurs domaines sont concernés par cette initiative, l'industrie du textile, l'agriculture, la pêche ou encore l'élevage. Et c'est dans cet objectif que les autorités sénégalaises ont par ailleurs annoncé l'organisation à venir sous l'égide du ministère du Commerce du mois du consommer local au programme des foires et des campagnes de sensibilisation. La Banque nationale de Guinée équatoriale ouvre une filiale au Cameroun, Benj Bank Cameroun. C'est l'appellation officielle de cette filiale qui a obtenu l'agrément délivré le 10 novembre par le ministère camerounais des Finances. La Benj Bank qui devient ainsi la 16e banque du pays. Lorita Simbou. Benj Bank Cameroun, la filiale camerounaise de la Banque nationale de la Guinée équatoriale, est désormais agréée par l'État camerounais. Il restait juste le quitus de l'autorité monétaire nationale pour que la banque soit reconnue. Le 5 août 2020, la filiale a obtenu l'agrément commercial délivré par le ministère du Commerce. Toute société commerciale, quel que soit son secteur d'activité, doit au préalable obtenir le dit agrément. Cet agrément facilite l'immatriculation au crédit immobilier. Cet agrément est exigé pour toute personne physique ou morale étrangère ou alors si le capital est détenu majoritairement par les étrangers. Benj Bank Cameroun sera installée dans les villes de Douala et Yaoundé. Elle sera dirigée par un cadre équato-guinéen qui sera assisté par 2 directeurs généraux de nationalité camerounaise. La Banque universelle qui mise sur l'activité de crédit bail ambitionne d'ouvrir 10% de son capital à des nationaux. Cette Banque nationale de Guinée équatoriale, à travers sa filiale ici chez nous, ça va simplement aider le Cameroun à augmenter le taux de bancarisation parce qu'il faut avouer que notre économie est sous-bancarisée. Donc la présence de cette banque-là chez nous va augurer d'un relèvement du niveau de bancarisation de notre économie. Donc de notre point de vue, on ne peut pas être contre la venue de cette banque-là. Benj Bank Cameroun est désormais la 16e banque du pays. Son capital n'a pas encore été dévoilé, mais selon la réglementation en vigueur en zone CEMAC, le minimum requis est de 10 milliards de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.